Bonjour, bonsoir, bonne nuit pour les No Life. Ceci est la deuxième vidéo de la série de critiques sur le monde de l'emploi. La dernière fois, on avait vu un document de Pôle emploi qui nous donnait des conseils pour réussir un entretien de 5 minutes. Mais oui, la vie est trop courte, alors deviens-en lecteur et prends le train en marche. Ta réussite ne dépend que de toi. D'ailleurs, il y a un proverbe chinois qui dit Qui ne rote, qui ne pète est voué à l'explosion. Moralité, libère le stress qui est en toi et deviens le lion prêt à saisir cette proie qui est cette formation pour Word qui te tend les bras. Et on dira de toi que tu excelles dans l'accès de points de power. Des bonnes compétences, quoi. Cette vidéo n'est pas sponsorisée. Bref, on va continuer notre déclaration d'humour à Pôle Angoisse avec un autre document pour préparer son entretien d'embauche, mais qui cette fois-ci est beaucoup plus complet. En fait, il fait 52 pages! Ah ouais. Et du coup, c'est une science ou c'est tout un art de passer un entretien? On parle de Pôle emploi là, aucun des deux bien sûr. C'est surtout une insulte géante à l'être humain et à sa capacité de contestation. Et on va voir tout de suite pourquoi. Préparez un entretien d'embauche. Avec le sourire s'il vous plaît. Donc on va aller en page 3 direct. Donc déjà, le document commence par nous présenter un entretien non préparé. Donc le candidat non préparé, du coup, il fait des bains, des et autre chose comme ça. Il dit aussi pi au lieu de puis. Le fait même de présenter ceci comme un problème, c'est constant dans tout l'entretien, montre un putain de mépris de classe. Mépris de classe qu'on se bouffe d'ailleurs sans s'en rendre compte quand on fait des études ou on a des cours de communication, notamment en secrétariat, comptabilité et autres métiers du tertiaire. Attends, c'est quoi le mépris de classe? C'est se moquer des gens qui ne parlent pas comme il faut? Ah oui, c'est vrai, tiens, j'ai pas expliqué. Bah déjà, pour commencer, je vais parler de la notion de classe sociale. Le mieux, c'est de partir d'une image simple pour que tu te fasses une petite idée. Tu vois cette pyramide? Elle montre une division des catégories de population selon si elles sont riches ou pauvres. Et l'idée, c'est que les classes qui sont au-dessus dominent sur celles qui sont en dessous. Bon, après, les différentes classes ne seront pas exactement les mêmes selon les penseurs et les sociologues. Et du coup, c'est sûr que les gens d'en haut, ils sont dans une classe sociale, vu qu'on va dire d'eux qu'ils ont trop la classe en société. Mais sérieusement, les catégories de classe là, c'est toujours en fonction de l'argent qu'on a. Parce qu'en fait, une fois, on m'a dit que j'étais trop nulle parce que je ne connaissais pas un livre dont je n'avais jamais entendu parler. Je ne me souviens même plus du titre. Merde, je crois que c'était moi il y a environ 5 ans. Alors effectivement, à la place ou en plus des revenus que tu as, certaines grosses têtes parlent du métier que tu fais ou même de la culture que tu as ou non. On parle carrément de capital culturel, c'est de dire. Bon, du coup, le mépris de classe, tu vois l'idée, j'imagine. C'est un mépris d'une classe envers une classe inférieure à la sienne. Voire même à la sienne d'ailleurs. Il suffit de voir avec ce qu'a fait Pôle emploi sur leur torche-cul là. Regarde, par exemple, je pouvais... Ben oui, je crois... je sais pas trop... Voilà, comme je le disais tout à l'heure, mais pi au lieu de puis. Donc quand tu vois ça, qu'est-ce que tu te dis quand tu lis le candidat? Bah, que ça fait pas bon de parler comme ça. Enfin, je crois. Headshot retourné. Donc là on a... C'est ma femme qui a vu l'offre dans France Soir. Alors, je me doute bien que dans la tête de certains et certaines sacs à merde, ça va donner l'impression que le mec ne cherche pas de boulot, que c'est sa femme qui le fait à sa place. Alors que c'est peut-être un hasard. Ça craint un peu de l'avoir mis, cette phrase-là, quoi. En fait, c'est peut-être pour ça qu'elle a été mise, justement. Alors, plus bas, on a... Vous savez, hein, c'est de plus en plus difficile, il y a la crise, puis surtout à mon âge, qu'est-ce que vous voulez? Donc là c'est intéressant, il adopte un point de vue externe à les gens, ce qui veut dire qu'il attribue le fait qu'il cherche du travail depuis longtemps à un contexte socio-économique.
Et il a raison. Allégeant? Je connaissais pas ce mot. Il y a un truc qui est allégé? Alors non, le allégeant ici, il veut dire qu'il est assez descriptif sans remettre en question ce contexte. Il ne le dénonce pas, il se contente de le subir. Ça ne veut pas dire qu'il le prend avec légèreté, mais qu'il ne le remet pas en question, quoi. C'est expliqué dans la partie 5 du dossier de Pôle emploi de V6 du blog Hacking Social. Je mets le lien dans la description. Donc là, le recruteur ou la recruteuse d'ailleurs, elle demande « Mais avec votre expérience, vous n'étiez qu'aide comptable ?» Et là, il répond « C'est-à-dire, j'étais passé comptable. Mais bon, vous savez ce que c'est, hein, ça faisait que 2 ans. Et puis, quand on cherche du travail, on fait pas trop le difficile. On peut pas se permettre, hein. En plus, j'ai plus d'allocation et puis... Bon, autant vous le dire, c'est le premier entretien que j'ai depuis 6 mois. Vous voyez bien que c'est pas facile. Donc là, ça confirme ce que je viens de dire. Mais ce sera vu comme un manque de motivation par Pôle emploi et au moins une partie des recruteurs et recruteuses. Faut croire que chez Pôle emploi... En fait, il est comme ça dans tout l'entretien, donc je ne vais pas le relever à chaque fois. Au passage, il y a un truc qui peut être assez craignos, mais je me dis qu'un ou une sceptique de droite pourrait vouloir dénoncer un appel à la pitié pour décrocher le poste. Ouais, c'est malheureux, mais tous et toutes autant que nous sommes, on ne verra pas les biais et les arguments fallacieux de manière neutre. Ou pas toujours, du moins. Accessoirement, leur scénario, il est un peu bizarre. Donc là, la recruteuse, elle dit Et dans votre dernier emploi, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Vous avez été licencié? Bah oui, c'est la maison qui a fait faillite. Remarquez, il y en a qui disent que le patron aurait fait un trou dans la caisse. Moi, je sais pas trop. Bien sûr, on dit les comptables et tout ça. Moi, j'étais pas tout à fait un sous-fifre, mais j'étais pas au courant de ces choses-là. Je sais pas si c'est vrai. En tout cas, tout ce que je sais, c'est que c'était un sacré caractère de cochon, ça c'est sûr. Hein. Et depuis, j'ai rien trouvé. Alors, on s'en fout un peu, mais d'où le mec ne remarque pas un trou dans la caisse en ayant le nez dans la comptabilité en tant que comptable pendant 2 ans? Alors, la recruteuse, elle aime bien les ici et là. Donc voilà, juste après, justement, elle demande carrément Pardonnez-moi cette question, c'est peut-être un peu indiscret, mais est-ce que vous étiez syndiqué? Mais mange tes morts, bien sûr que c'est indiscret! Ouf, t'es mort, Bon, en vrai, cette question a été mise pour prévenir que les recruteurs et recruteuses peuvent poser des questions illégales. On voit dans la suite de l'entretien que non seulement le candidat a effectivement été syndiqué pendant un moment, mais sans conviction. Donc c'est assez raccord avec la personnalité de suiveur allégeant que nous avons depuis le début. Mais on voit aussi que notre relou de recruteuse insiste avec ça. Je précise pour après donc que c'est une dame. J'avais déjà dit tout à l'heure. Alors la fin, elle est juste à mourir de rire. Enfin, ironiquement pour le malaise qu'elle pose d'un coup sur la table. Alors c'est ici, voilà, la recruteuse. Ce qui m'embête un peu dans votre candidature, c'est que l'ancienne comptable, c'était une femme. Et je crois que je préfère quand même une femme à ce poste. Ah, évidemment, là j'y peux rien. Remarquez, moi je trouve que c'est pas toujours facile de travailler avec des femmes, mais c'est vous qui décidez. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Tant pis, hein. C'est inutile. Les femmes. Bon, la recruteuse elle-même est donc une femme, donc je suis pas sûr du tout de comment on pourrait interpréter ça, mais dans le meilleur des cas, elle a voulu qu'il y ait plus de femmes dans son entreprise. Je ne pense pas que les femmes soient mal représentées chez les comptables. J'ai même des chiffres pas dégueux sur la profession d'expert et expert comptable alors que c'est un poste à plus haute responsabilité. Les chiffres de la parité se cassent quand même la gueule dans l'ordre des experts comptables. Oui, au passage, il y a un ordre des experts comptables comme il y a un ordre des médecins. Faut pas demander à quel point l'argent et la croissance d'une entreprise est importante dans une société capitaliste. Capitalisme, ma gueule! Et aussi, la parité a augmenté au fur et à mesure que les nouvelles générations apparaissent.
Je mettrai l'article des chiffres que j'ai trouvé dans la description. Ça vaut ce que ça vaut, c'est-à-dire, j'en sais foutre rien, mais c'est là. Mais bref, même s'il y a un certain nombre de femmes comptables, et probablement plus qu'avant, là aussi, on peut très bien supposer que ça se passe dans une entreprise pleine de mecs. Mais bon, en vrai, je ne pense pas que Pôle emploi ait poussé la réflexion jusque-là, voire même s'il l'a poussé tout court en fait. Par contre, le candidat, lui, il lui met bien une couche de sexisme. Devant une femme, d'ailleurs. C'est vrai, t'as raison de le préciser. Le pire, c'est que je crains que beaucoup de gens n'ont pas tant remarqué le sexisme du mec que le fait que ça le pénalise qu'il a plus de mal à bosser avec des femmes. Donc qu'il aurait du mal s'il devait bosser avec la recruteuse, ne serait-ce qu'en réunion. Donc voilà comment ça se termine, la recruteuse qui dit « Bon, on vous écrira, monsieur, hein ?»« Oui, on dit toujours ça, hein. Allez, au revoir, madame. Au revoir. » Alors là, on est supposé relever la petite pique interne rebelle du candidat. Enfin, je crois, parce que ça veut dire que non seulement il est conscient d'un problème systémique, ici une espèce de politesse, et qu'il la dénonce. Voilà, donc en gros, c'est ça l'idée derrière le terme interne rebelle. Bon, quoique, si le mec est raccord avec le reste de l'entretien, il se dit qu'on n'y peut rien si les entreprises ou autres ont cette sale habitude de ne même pas recontacter le ou la candidate pour leur confirmer leur refus de l'embaucher. Là aussi avec des politesses caricaturales. Donc la petite pique est peut-être plus externe rebelle, du coup. Je suis pas sûr. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En attendant, on va aller à la 4e page. On se retrouve ici avec les questions formulées par un employeur. Et donc, en bas, on a ici, question, combien voulez-vous gagner? Alors, avec les réponses proposées, 5 le plus possible, je ne sais pas, ce que vous voulez, pourvu que j'ai un emploi. Le même salaire que j'avais avant. Et ce qui est drôle, c'est que tu as soit des réponses de personnes un peu gonflées quand même, entre guillemets, soit externes à les gens, donc pour rappel en mode « ce n'est pas moi, mais mon environnement, mais je ne le remets pas en question ». Enfin, je suppose que c'est ça avec la 6 et la 7. Soit une réponse de soumis ou soumise. La 7, c'est vraiment la réponse de soumis ou soumise par excellence, quoi. Alors juste après, en haut, on a « Pourquoi avez-vous quitté votre dernier emploi ?» Réponse proposée « L'essai n'a pas été concluant. Il m'a mis à la porte pour faute professionnelle, mais c'est faux et je suis en procès au prud'homme. » Ou encore « j'ai été malade et quand je suis revenu, la secrétaire m'a dit que le patron m'a licencié. » Et là, on nous fait comprendre par la formulation hésitante qu'on n'a pas le droit de répondre à la réponse 11. En gros, le boss m'a viré comme un malpropre, illégalement je suppose, mais si je dis ça, je passe pour un gland. Aucun homme n'aime les pleureuses. Question, comment vous jugez-vous? Quelles sont vos qualités et vos défauts? Je ne sais pas, moi. Je n'ai que des qualités, comme vous le constaterez si vous m'embauchez. On me reproche parfois d'être trop pointilleux. C'est peut-être un défaut dans le privé, mais dans mon métier de comptable, il faut l'être. Ah, mais au secours, je déteste tellement cette question! Avec Pôle emploi, apprenez à transformer vos défauts en qualité. En page 5, donc c'est la suite directe. Parlez-moi de vous. J'ai 42 ans, je suis marié, j'ai 3 enfants, ma femme est infirmière, je pratique la pétanque. Que voulez-vous savoir exactement? Je peux vous parler de mon expérience professionnelle. Je ne m'attendais pas vraiment à cette question. Là, comme ça, je sais pas trop quoi vous dire. Est-ce que vous pensez que le recruteur ou la recruteuse va poser les questions de la manière la plus vague possible parce qu'elle prend le ou la candidate pour un ou une abruti ou pour savoir si elle va deviner le sens de la question? Les deux. Alors là, c'est vraiment le concours des questions cons. Pourquoi voulez-vous travailler chez nous? Oh, vous savez, ici ou ailleurs, hein, du moment que j'ai du travail, c'est ça qui compte. J'ai choisi de postuler dans votre société parce que je suis intéressé par votre notoriété sur le marché et aussi parce que vous vendez.
Oh, c'est Pôle emploi qui m'a dit de me présenter, et d'ailleurs, vous avez une feuille à signer comme quoi je suis venu. Oh, bordel, celle-là aussi, je la déteste. En fait, cette question est complètement hors sol, car elle suppose que nous avons tous et toutes le luxe de pouvoir choisir un lieu de travail parce qu'elle nous plaît, et au passage, pour des valeurs bourgeoises et entrepreneuriales. Cette question est donc classiste, c'est-à-dire qu'il y a une forme de domination de classe sociale supérieure sur les inférieurs. Et les réponses proposées témoignent à nouveau d'un mépris de classe de ces morts. Eh oui, tu ne passes pas pour un ou une bonne candidate si tu postules parce que tu as besoin de manger. Tu te rends compte? Elle t'offre cette chance merveilleuse de te dévouer corps et âme par amour pour elle. Alors oser venir quémander un poste pour des besoins aussi bas, littéralement, que manger? Mais quelle honte! Il est où l'esprit d'entreprise là-dedans? Tout se perd dans ce pays. Avez-vous des engagements politiques ou syndicaux? Votre question est inattendue. Pour moi, en général, l'engagement est un devoir civique. C'est une façon pour moi de m'intéresser à l'entreprise dans laquelle je travaille. Vous n'avez pas le droit de me poser cette question. Je n'ai aucun engagement. Je ne vois pas bien le lien entre votre question et le poste à pourvoir. What the fuck, la 27? Et la 30 est tellement langue de bois, sérieux? Je me demande si c'est pas leur préféré en plus. Ça m'étonnerait même pas. D'ailleurs, à votre avis, ça marche si on dit que ça forge l'esprit d'équipe? Vous vous rendez compte de l'insolence du propos? Pensez-vous, vu votre âge, être fait pour le poste? Alors bien sûr, il n'y a pas la réponse, je t'emmerde dans le tas. L'insolence? Qu'est-ce qu'on a par contre? Et vous, qu'en pensez-vous? L'âge, c'est avant tout de la tête. Mon jeune âge, c'est ma soif de réussir, de faire mes preuves. Ma longue expérience n'a pas diminué mon dynamisme. Quel lien faites-vous entre l'âge et les compétences? La 33! Juste la 33, putain! Bon allez, histoire de dire un truc intelligent, on peut dire que c'est une réponse interne allégeante. Parce que c'est lui ou elle qui a the power of changer les choses et qu'on sent qu'elle serait prête à tout pour plaire. Bon, il donne des conseils après, mais évidemment, on est sur une logique du si tu trouves pas de boulot, c'est parce que tu t'y prends mal. T'inquiète, je vais t'expliquer. On n'aura pas de remise en question du système politique là-dedans, bien entendu. J'imagine. On saute à la page 12 sur une rubrique qu'ils appellent les différentes phases de l'entretien. Là, on a l'accueil, donner une première image de soi. Et l'un des conseils, c'est généralement les 30 premières secondes reposent sur des éléments visuels. Votre allure, votre aspect, votre habillement, le ton de votre voix, la politesse. À nouveau, on a une discrimination sur l'apparence. Mais au fait, est-ce que c'est légal ça? Ce n'est pas interdit? Bah, tu fais bien de poser la question. Il y a une page du site du ministère du Travail qui parle de ça. En théorie, la discrimination à l'embauche pour apparence physique est interdite par la loi, plus précisément par l'article L1132-1 du Code du travail. Par exemple, un recruteur ou une recruteuse ne peut pas refuser d'embaucher quelqu'un parce qu'il a un tatouage. Par contre, je suis désolé, mais ce hashtag est turbo hypocrite au vu de la quantité astronomique de questions cons qu'on peut recevoir. Sérieusement, on a eu combien de questions sur nos compétences là? C'est clair, et ce n'est même pas fini. Après, pour les discriminations, il y a des dérogations, des exceptions quoi, mais la page du ministère du Travail ne précise pas lesquelles dans le cas de l'apparence physique. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, ça rend bizarre le fait qu'il y ait la précision HF, donc homme ou femme, sur les offres d'emploi. En principe, c'est le cas pour les comédiens et comédiennes, puisqu'un rôle peut effectivement nécessiter que l'on soit un homme ou une femme, une personne de telle couleur de peau ou autre. Mais ça ne semble même pas légalement vrai en fait. J'ai trouvé un document de défenseur des droits qui est une autorité gouvernementale, donc un truc officiel quoi. Et tout est dans le nom. Le but du ou de la défenseuse est de défendre les droits des citoyens, y compris au niveau des droits de l'enfant.
Et sur la 8e page, il est écrit ceci. Le législateur n'a pas précisé les éléments de nature à constituer une telle exigence et ne prévoit aucune liste d'activités spécifiques nommément désignées qui préciserait les situations où la prise en compte de l'apparence physique est justifiée. Donc étonnamment, il n'y aurait même pas de dérogation pour les comédiens et comédiennes officiellement. Mais au fait, même si le hashtag est hypocrite sur cette image, elle montre quand même un truc. Même si on arrive entre guillemets bien habillé, qu'on est poli et tout, on aura moins de chances de trouver un travail quand par exemple on est noir ou qu'on est une femme ou autre. J'adore vos institutions. Elles ne sont même pas d'accord entre elles et du coup elles arrivent à être hypocrites dans tous les sens. Eh ben oui, parlons-en de ça aussi. Les discriminations à l'embauche par rapport aux oppressions systémiques. Enfin, on l'a déjà un peu vu avec le mépris de classe en début de vidéo finalement, mais bref. On peut le voir par exemple avec cette petite expérience dans un reportage de Capital sur M6. Bon, bien sûr, on voit que ça date un peu et qu'elle n'a été faite qu'avec 2 gars, un blanc et un noir sur 2 ou 3 restaurants. Autrement dit, ce n'est pas non plus une expérience scientifique. Mais bon, ça montre ce qui peut effectivement arriver. 5 minutes plus tard, c'est au tour de Jérémy de tenter sa chance. Bonjour monsieur, je me permets de venir voir ça si vous cherchez des serveurs. Pour l'instant non, mais vous pouvez me laisser peut-être votre CV. Pas de boulot pour lui non plus. Mais tout de même une vraie différence de traitement. Non, pas spécialement, c'est sur ça, mais bon, C'est calme, il y a d'autres maisons, je ne sais pas si vous connaissez le groupe en régie. Oui. Donc il y a d'autres maisons. Encore mieux, le responsable va même de lui-même décrocher son téléphone pour pistonner notre candidat. Ouais, qu'est-ce que je veux dire, j'ai un jeune homme qui est là. Je peux te l'envoyer, t'as besoin de quelqu'un? À l'autre bout du fil, le responsable d'une autre brasserie du groupe. Il passe te voir, il peut passer ou il passe plus tard? Il peut passer. Oui. C'est important. C'est important. Oui. D'accord, sans problème. Ah, ben, je lui explique. D'accord? Allez, à plus tard. Ciao. Il cherche du monde? Oui. Il y a donc un job de serveur à prendre. Mais nous décidons d'envoyer sur place Alexandre. Et là, surprise. Bonjour monsieur, je veux savoir si vous cherchez pas des serveurs. Des serveurs? Serveurs, notamment. Ouais. Vous avez un CV? Oui. Bon, bah, moi je garde votre CV et puis je vais le transmettre à notre siège social. Pardon, excusez-moi. Curieusement, on ne lui propose pas le poste. Je pense que je peux avoir une réponse. Oh, ils vont vous appeler d'ici fin de semaine, je pense. Ah, d'accord. Parce qu'on a 9 restaurants, donc même si on n'a pas besoin ici, on a peut-être besoin ailleurs. Ah, ce serait super. D'accord? Très bien, je vous remercie. Voilà. Ne vous inquiétez pas, monsieur le maire. Nous allons expédier cet être-là dans son pays d'origine. Vous avez bien entendu, dans cet établissement, pour l'instant, il ne cherche pas de tuyaux. Pour le vérifier, Jérémy se présente à son tour, quelques minutes plus tard. Et là, le discours du patron est bien différent. Je vais venir vous voir parce que vous cherchez du monde. Oui. Enfin, mon CV, c'est lui qui a noté ça. Donc Vous pourriez commencer quand? bah écoutez, le plus vite possible, enfin cette semaine. Ce soir? Ça fait un peu juste ce soir, ouais. Demain si vous voulez. Bah, demain matin. Demain matin? Demain matin? D'accord, ça marche. Jérémy est engagé. Au moins, c'est clair, ici, on fait de la discrimination. Et cette brasserie est loin d'être une exception. Ce test, nous l'avons renouvelé dans une quinzaine d'établissements choisis par hasard. Jamais Alexandre n'a eu la moindre proposition d'embauche. A l'inverse, la candidature de Jérémy a quant à elle retenu l'attention de 9 restaurateurs. Sur place, il a même été engagé 4 fois. Visiblement, pour devenir serveur à Paris, c'est aussi une question de couleur. Cette pratique raciste apparemment répandue, comment les restaurateurs la justifient-ils? Nous avons appelé l'un des patrons pris en flagrant délit de discrimination à l'embauche. Moi je voulais juste comprendre un petit peu si chez vous il y avait une politique particulière par rapport à ça. Non, dans notre groupe, non, si vous voulez. Maintenant, il est vrai que c'est pas... ici, c'est surtout au niveau de la clientèle. Ah! C'est-à-dire? Parce que... non, c'est pas... Si vous voulez, c'est la clientèle qui et encore, non, je dis que c'est la clientèle, non, c'est personne, finalement. Je sais pas. D'ailleurs, dans d'autres agences d'intérim, on n'hésitait pas à classer les candidats en fonction de leur couleur de peau. Gérald en a été le témoin. Il y a 4 ans,
Il travaillait dans une agence du même groupe. Sur les fiches des intérimaires, on lui demandait un peu plus que ses petits commentaires. Il devait ficher les gens de couleur à l'aide de codes secrets. Il fallait émettre un avis sur la présentation de l'intérimaire. Donc en fait, on avait pour ça un système codifié. Donc en fait, lorsque la personne avait une très bonne présentation, une bonne présentation, on mettait la notation PR1. Lorsqu'elle avait qu'elle était présentable mais on mettait PR2. Cependant, une distinction est faite sur les personnes dans le sens où il y avait une annotation PR4 lorsque la personne était de couleur, en fait. On nous demandait de mettre la mention PR4 lorsqu'il s'agissait d'une personne de couleur. Le pire, c'est que malgré tout, ça génère des commentaires assez chauds en dessous de la vidéo. Dans le service, c'est un peu normal, c'est le visage de l'enseigne. Les patrons ne sont pas forcément racistes, les clients oui, c'est pour ne pas faire peur aux clients. Je dis que chacun est libre de faire son choix en son âme et conscience de l'entreprise dans laquelle il veut présenter sa candidature, mais à contrario l'employeur est également libre d'engager qui il veut avec les critères qu'il estime être pertinents selon son propre point de vue. Après tout, c'est quand même son entreprise, bordel. Il y a 6 millions de chômeurs en France. Priorité aux chômeurs d'origine française. C'est la France, pas l'Afrique, ici. Pourquoi tu fermes pas ta gueule? À partir de là, page 13, le doc nous donne des exemples d'entretien bien menés. Mais pas sans défaut apparemment. Donc là, dans ces exemples-là, on a Laurent Parmier est réceptionniste en établissement hôtelier. Donc on a Laurent et son employeur, voilà, comme tout à l'heure. Hein. Donc à un moment, l'employeur, il nous dit « Je vois, moi il me faut quelqu'un sur qui je puisse compter, quelqu'un de disponible. Vous êtes marié? Vous avez des enfants? Non monsieur, pas encore. De toutes les façons, j'ai choisi ce métier en connaissance de cause. J'en connais les horaires, les conditions particulières. Travailler le soir ou le week-end ne me dérange pas. Mais puis-je vous demander si nous serions plusieurs à nous relayer sur ce poste? Ah mais bordel, j'en peux plus de cette allégeance! Le mec pose une question qui ne le regarde pas là! Je ne suis même pas sûr qu'elle soit légale en plus. Mais bon, ça ne devrait même plus m'étonner quand les conseils qu'elle donne en page 8 pour les questions que l'on jugerait peut-être indiscrètes, oui c'est écrit comme ça d'ailleurs, c'est en gros de répondre sans agressivité avec le sourire par « Pourquoi me posez-vous cette question ?» Après il y a peut-être un début d'explication au fait que ce soit là. En bas à droite, il y a un encadré bleu en pratique qui nous propose d'en discuter avec notre conseiller. Donc, peut-être que ce document n'avait pas été conçu pour qu'on le lise tout seul chez soi. Mais bon, ça ne garantit pas que le ou la conseillère nous aurait fait relever ce genre de points, hein. Donc un peu après, l'employeur dit que le contrat ne sera que de 2 mois et qu'il ne sait pas si l'employé que le recruteur va remplacer pourra reprendre son poste après. Et là, la réponse de notre candidat: ce n'est pas un inconvénient, votre hôtel est de bonne renommée, ce serait une bonne expérience pour moi. De plus, j'habite à proximité. Mais bordel de Dieu, mais à quel niveau de classisme on est pour qu'un candidat veuille travailler quelque part pour la réputation d'une entreprise, sans déconner? Et puis franchement, c'est quoi le but de nous conseiller de dire des conneries pareilles? Faire semblant d'avoir le privilège de choisir son entreprise comme on choisit son paquet de chips bio sans gluten? C'est vraiment prendre le recruteur pour un con. Il va bien s'en apercevoir qu'on se donne un genre, non? À la fin, on voit que la période d'essai commence le lendemain même. Alors, je veux bien croire qu'une entreprise a besoin de remplacer rapidement quelqu'un, mais comment tu trouves le temps de lire et signer le contrat de travail en théorie? Donc en page 14, on a un autre exemple d'entretien qui s'est bien passé. Mireille Durand, secrétaire commerciale, est reçue en entretien par Monsieur Jeannot, attaché de direction à la société Bureautech. Et dès le début, je me marre, parce que la candidate s'appelle Mireille Durand. Sérieusement, même le nom de la candidate te dit que ce PDF n'est pas fait pour toi. Ah oui, et puis la première question du recruteur après le nom de la madame, c'est direct le salaire. À croire qu'il veut éliminer direct les candidats et candidates qui en demandent plus. Et tant qu'on est dans les questions existentielles, est-ce que quelqu'un sait pourquoi les recruteurs et recruteuses nous demandent ce que l'on connaît d'entreprise? Je veux dire, ça change quoi à nos compétences? Ah oui, c'est vrai, les valeurs de l'entreprise.
Ah oui, c'est vrai, les compétences d'abord. Ah bah non. En fait, non. Votre expérience me paraît intéressante et correspond à nos besoins. Mais j'ai quand même une question à vous poser. Comment se fait-il qu'avec cette expérience, vous n'ayez pas encore trouvé de travail? Fatality. Waouh, la violence de la question. J'hésite beaucoup sur l'insulte que je rajouterai dedans. On a une conclusion. Mireille Durand a rencontré Monsieur Parot. Il a été intéressé par son dynamisme et son esprit d'initiative dans son dernier emploi. Elle a pu négocier son salaire. Elle commence lundi. Happy ending! Ah, faut bien leur donner un peu d'espoir à ces pauvres. Voilà, on va sauter direct en page 22. On arrive sur les questions les plus fréquemment posées en entretien. Il y a un certain nombre de questions what the fuck, mais bien sûr, le document n'en fait pas la remarque. Juste, il pose ça là, comme ça. Donc on a plusieurs catégories. Sur le passé, qu'est-ce qu'on a de beau? Dans quelle matière étiez-vous le meilleur? Pourquoi? Bon, ça, à la limite, ça a un peu de sens, mais je ne suis pas convaincu que ça nous donne forcément un indice sur nos compétences actuelles. Avez-vous gagné de l'argent pendant vos études? Comment? Avez-vous participé à des activités extrascolaires? Lesquelles? Pensez-vous avoir fait les études dont vous vous sentiez le plus capable? Si vous deviez recommencer des études, referiez-vous les mêmes ou que feriez-vous? Quel métier ont exercé vos parents? Comment passiez-vous vos vacances? Pourquoi est-ce que tu viens pour les vacances? Que faisiez-vous à la maison étant enfant? Quel était votre précédent salaire? Et en fait, j'ai pris quasiment toute la liste. La plupart des questions sur le passé concernent notre vie privée. Pour celle du salaire, je me demande si le ou la recruteuse ne peut pas demander ça pour aligner le salaire proposé sur le précédent, si ce dernier est plus faible. Sinon, je ne vois pas en quoi c'est important pour elle, lui ou pour l'entreprise. Donc sur le présent, on a par exemple, quelle est votre situation de famille? Que font votre conjoint et vos enfants? Avez-vous parlé à votre conjoint de votre candidature? Qu'en pense-t-il? Depuis combien de temps recherchez-vous du travail? Pourquoi tu fermes pas ta gueule? Donc à nouveau, on a 4 questions sur la vie privée. Et juste au-dessus, on a quel âge avez-vous? Ça peut servir à l'employeur ou l'employeuse pour ne pas prendre quelqu'un de trop jeune par manque d'expérience ou un trop vieux parce que... ça je sais pas vraiment en fait. À la limite, sur un travail manuel qui peut te casser le dos, je comprends que l'on se pose la question si une personne qui semble avoir la cinquantaine se présente. Mais sinon... Mais pour le manque d'expérience, il faut bien pratiquer pour en avoir. Et pour en avoir, il faut bien commencer quelque part. Donc comment on fait du coup? Ouais, effectivement. La seule chose que je peux te répondre, c'est qu'il y a des offres d'emploi où il sera écrit débutant accepté. Donc elles ne demanderont pas toutes genre 3 ou 5 ans d'expérience. Mais je ne saurais pas te dire si elles sont plus, autant ou moins nombreuses que celles qui demandent de l'expérience. Peut-être que ça dépend du domaine en plus. Après, il y a beaucoup de questions sur la recherche d'emploi. Comme si le ou la recruteuse se prenait pour un ou une conseillère de police-emploi. C'est bizarre. Non mais franchement, écoutez ça et dites-moi sincèrement si j'exagère. Depuis combien de temps recherchez-vous du travail? Avez-vous contacté d'autres entreprises? Avez-vous d'autres propositions? Comment avez-vous organisé votre recherche d'emploi? Bon allez, ça à la limite ça donne l'impression que le ou la recruteuse a peur de passer à côté d'un ou une candidate en or, mais... Sachant qu'une offre d'emploi peut récolter beaucoup de demandes, ça ressemble là aussi à une situation de privilégié. Donc franchement, j'y crois moyen là. Hein. Sur le futur, il n'y a que des questions absolument détestables de stupidité là aussi taillées pour les bourgeois et bourgeoises qui fantasmeraient de coucher avec leur entreprise et qui peuvent se permettre de négocier le salaire. Ah ouais, et il y a ça aussi. Avez-vous des projets pour vos enfants? Lesquels? Je sais pas, les former à la sorcellerie pour qu'elles te maudissent sur 6 générations, connard! Qu'est-ce que ça peut te foutre?
Donc en page 23, c'est la suite directe, on a toujours des questions aussi pétées, notamment sur la personnalité. Comment vous entendiez-vous avec vos camarades d'école? Oh bah je faisais payer le droit de jouer aux billes avec moi, ainsi que l'accès aux toilettes, comme dans les fictions américaines. Mes copains m'appelaient le chef. Ah, la belle époque. Comment acceptez-vous la hiérarchie? Ah, ça c'est la question qui tue. Là, on passe aux choses sérieuses. Alors autant évoquer tout de suite le sujet qui fâche. Quoi, le communisme? Quel est votre style de travail? Alors, mes courriers ont un style plutôt Picasso, mais pour mes tableaux Excel, je préfère quand même les faire à la Van Gogh. Ouais, je sais, je commence à troller à la moindre occasion, mais j'en peux plus de leurs conneries. Et on est à la page 23 sur 52. Quel type de patron aimeriez-vous avoir? Ah, on peut choisir? Bah écoutez, vu que j'ai déjà goûté au style très directif et autoritaire, je vais opter pour le type absent, histoire de goûter à l'autogestion pour voir quelle saveur ça a. Allez-vous jusqu'au bout de ce que vous commencez? Oui, d'ailleurs, j'ai pas fini de te cracher à la gueule, PDF des enfers. Page 24. Les objections rencontrées en entretien. Vous avez eu beaucoup d'employeurs. Vous n'avez eu qu'un seul employeur. Ouais, du coup, le mieux pour être embauché, c'est d'avoir ni trop d'employeurs, ni pas assez. Ah, le juste milieu. Y a que ça de vrai, hein? Donc, on a deux options. Soit on trouve le rapport entre ça et le coup de fil d'hier soir, soit on retourne au lit. Si seulement il y avait un juste milieu. Ouais, c'est juste l'option 1, mais en version un peu plus moelleuse. Moi, ça me va. Ce que tu dis n'a aucun sens. Vous êtes une femme. Vous êtes un homme. Ah, c'est cash au moins, on tombe pas autour du pot. Par contre, je ne suis pas convaincu que ça arrive autant aux hommes, hein. En plus, je ne peux pas m'empêcher de me dire que si un homme se voit refuser un poste au profit d'une femme, ce sera notamment parce que le patron préférerait travailler avec une jolie secrétaire. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Quelle indignité. Vous revenez de l'étranger. Oui, et... Vous êtes de nationalité étrangère. Mais bordel de merde, vous allez arrêter d'assumer vos oppressions et celles des recruteuses? Bon, attendez, la page suivante nous parle de comment répondre aux objections. Ça nous dit peut-être comment envoyer chier quelqu'un qui vous ferait des remarques sexistes ou racistes au KLM pendant un entretien d'embauche. Ah bah non, il y a que des conseils en rapport avec nos compétences, nos qualités et... Attendez voir. Les objections servent souvent aux recruteurs à tester les réactions du candidat et sa motivation. Alors, déjà, je ne viens pas en tant que cobaye pour une expérience de psychologie, donc mange les vers de tes grands morts, sac à merde. Et comme je suis moi-même un petit bâtard, si je prends un malin plaisir à associer ce conseil aux objections sexistes et racistes, ça veut dire quoi? On passe le test si on accepte de se faire traiter comme une merde, c'est ça l'idée? Enfin bref, c'est bien ce que je pensais. Si vous cherchez un conseil dans ce PQ électronique, si vous vous prenez des remarques oppressives, eh ben... Allez vous faire foutre. Bonsoir. Ceci était un message de Pôle emploi. Fait intéressant tout de même, en page 31, on a un passage où ils nous disent qu'en plus de l'entretien, on peut vouloir nous faire passer des épreuves ou des tests. Elle nous parle de tests validés ou non scientifiquement. Et dans les tests non validés scientifiquement, on a ces quelques exemples. Des questionnaires ou des tests de salon, comme vous pouvez en trouver dans certains magazines grand public, de la graphologie, de la numérologie, de l'astrologie, de la morphopsychologie, etc. C'est quoi tous ces trucs? Des aspirateurs Afrique. D'ailleurs, le patron de Dyson est jaloux. Enfin, je suis sûr que c'est le cas. Alors, la graphologie, c'est une technique qui a pour but de te dire comment tu es psychologiquement en interprétant ton écriture, ta manière d'écrire. La numérologie, elle prétend par exemple pouvoir prédire l'avenir dans les chiffres que tu peux croiser partout, ou qu'on peut y trouver d'autres choses.
Les complotistes qui croient à ça aiment bien essayer de trouver un sens aux chiffres qu'il peut y avoir dans des reportages télé ou des films par exemple. L'astrologie, elle prétend que l'on peut connaître notre caractère ou notre avenir dans les astres, c'est-à-dire les planètes, les étoiles, enfin tout ce qui est dans le ciel quoi. Typiquement, c'est ce qu'on trouve dans les horoscopes. Et la morphopsychologie, déjà c'est un terme de bâtard qui devrait être interdit vu comment il est illisible, mais c'est surtout une pseudo-science qui prétend qu'on peut établir un lien entre la morphologie des traits du visage de quelqu'un et sa psychologie. Attends, il y a une pseudo-science du délit de sale gueule? Oui. Bon, après, on va pas se mentir, c'est un truc qu'au moins beaucoup d'entre nous faisons intuitivement, hein. Et pour le ETC, c'est pas une pseudo-science, hein. Ça veut juste dire etc. Ah, ce n'est pas l'étude transdisciplinaire de la connerie. Non, ils n'oseraient peut-être pas critiquer une discipline qui s'attaquerait à leur PDF, même en l'état de pseudo-science. Bref, on se retrouve devant 52 pages de mépris de classe. Et peut-être aussi de racisme et de sexisme banalisé. Enfin, c'est difficile à dire parce qu'il est écrit que ça peut arriver, mais c'est écrit de manière tellement descriptive et sans remarque que c'est difficile de savoir quoi en penser en vrai. Ce serait un peu trop facile de tomber dans le piège du qui ne dit mot consent dont j'avais parlé dans cette vidéo. Mais bon, il y avait une page de conseils pour répondre aux objections et rien sur ce genre de choses. Et la question que j'avais envie de poser, c'est tout simplement pourquoi ? Si le PDF propose des réponses aux objections, ça veut bien dire qu'elles sont faites face à face pendant l'entretien, non ? On ne parle pas de décision de l'employeur ou l'employeuse après l'entretien. Proposez au moins une réponse toute bête dans le PDF du style « Pardon, mais vous n'avez pas le droit de dire ça, c'est discriminant ». Au moins ça donnera peut-être l'impression que vous en avez vaguement quelque chose à foutre. Mais non, tout ce que vous faites, c'est légitimer volontairement ou non le fait que l'employeur ou l'employeuse soit indiscrète, s'immisce dans la vie privée, voire même humilie les candidats et candidates avec des questions et remarques violentes, par exemple sur les fameux trous dans le CV, et partir du principe qu'on a tous et toutes le privilège de faire des réponses du style « J'ai pris du temps pour faire une formation », je veux travailler pour vous parce que je suis tombé amoureux de votre entreprise et je veux construire tout un plan de carrière sur 5 ans dedans, ça humilie d'autant plus les candidats et candidates non privilégiés. Les entretiens d'embauche que vous montrez dans ce document sont à la fois des épreuves de soumission et un test de valeur morale compatible avec un esprit de compétition entre candidats et candidates et qui font passer les gens qui ne sont pas dans ce délire-là pour des beaufs irresponsables. Et ça me fume que les gens ne soient même pas choqués par ça. Mais pourquoi ils ne sont pas choqués d'ailleurs ? Bah, vu que c'est une pensée majoritaire répétée sans cesse, elle est banalisée du coup. D'ailleurs, on en verra le côté inconscient et banal de la prochaine vidéo où je vais relever des passages d'un reportage du JT de France 2 sur les chômeurs et chômeuses. Je sens venir la torture. Faut pas manquer ça. Cordialement.